La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle, en compagnie de l'historien Georges Bensoussan, avec qui tout au long de cette année, nous évoquons l'histoire de l'Alliance de 1860 à nos jours, puisque cette année 2020 est marquée par le 160e anniversaire de l'Alliance israélite universelle. Alors, en conclusion de la précédente émission, nous avions parlé avec vous, Georges Bensoussan, de l'ouverture de la première école de l'Alliance à Tétouan. Et ce choix n'est évidemment pas du tout anecdotique. Il s'agit d'abord du Maroc, nous allons y revenir, et également, à mon sens, de la zone espagnole du Maroc. Tétouan, Tanger en 1864, il est frappant de voir que les deux premières écoles de l'Alliance ont été ouvertes au Maroc dans une zone où l'influence culturelle française était beaucoup moins forte que dans d'autres régions du Maroc. Georges? Oui, il y a eu un problème. Hein. Tu as eu un problème? Tu ne m'as pas entendu? Il y a une interruption dans la connexion, oui. D'accord, ok. Bon, donc on va reprendre. Depuis le début, Serge, attention, il y a une coupure. D'accord, j'ai un problème de connexion Internet en fait. Tu m'entends là? Moi, j'entends. Hein. Tu m'entends là, c'est bon? Oui. Ok, bon, alors on recommence depuis le début. Juste, je note l'horaire. Si jamais tu as un problème de nouveau, tu ne m'entends pas et qu'il y a un coupage, fais-moi un signe avec la main, comme ça je saurai qu'on a un souci. Ok. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle en compagnie de l'historien Georges Bensoussan. Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour Ariel. Vous avez publié cette année un livre chez Albin Michel sur l'histoire de l'Alliance israélite universelle et tout au long de l'année, dans ses émissions sur Judaïque FM, nous évoquons l'histoire de cette institution créée en 1860, il y a donc très exactement 160 ans en cette année 2020. Alors, en conclusion de la dernière émission, vous nous parliez de l'ouverture de la première école de l'Alliance à Tétouan au Maroc et il est absolument nécessaire d'y revenir car cette ouverture n'est pas du tout anecdotique. Elle se situe au Maroc, cette première école, et encore plus à Tétouan, dans la zone espagnole, comme cela sera le cas en 1864 pour la deuxième école à Tanger. Et c'est, à mon sens, quelque chose de très important. D'abord, le Maroc, vous allez en dire quelques mots, mais également cette zone espagnole, une zone où l'influence culturelle française est encore assez faible. Et c'est peut-être aussi l'un des facteurs d'explication de l'ouverture de ces deux premières écoles de l'Alliance à Tétouan et à Tanger. Oui, effectivement, Tétouan-Tanger, 1862-1864, c'est lié aussi à la situation désastreuse du judaïsme marocain que le judaïsme occidental commence à mieux connaître, entre autres par les efforts des juifs anglais. Et alors effectivement, la guerre entre le Maroc et l'Espagne, entre 1859 et 62, où les juifs ont été pris en tenaille, a suscité un regain de curiosité, en particulier des juifs anglais, Moïse Picciotto, dont j'ai parlé dans l'émission précédente, qui s'est rendu à plusieurs reprises, puis Montefiore également s'y rendra, mais plus tard en 1864, qui ont attiré les dirigeants de l'Alliance à Paris leur attention sur cette situation du judaïsme marocain. Il est possible aussi qu'il y ait en sous-main une visée de l'impérialisme français qui tend à se constituer un empire en Afrique du Nord et qui a déjà quelques visées sur le Maroc. Mais ça joue un rôle très, très, très marginal encore à cette époque, dans les années 1860. Ce sera beaucoup plus vrai dans les années 1880 avec Charles de Foucauld. Et alors, quand cette première école est ouverte en 1862, très vite, les demandes d'inscription affluent. 300 demandes d'inscription en quelques semaines seulement, alors que l'école n'a qu'une capacité de 110 élèves. Le problème, comme je le disais lors de notre émission précédente, c'est de surmonter les résistances d'un judaïsme traditionnel, les rabbins en l'occurrence, qui n'est pas demandeur et qui a mille lieues des Lumières. Je voudrais ici citer
cette lettre de Moïse Picciotto, ce député juif anglais du Board of Deputies de Londres, qui écrit à Narcisse Leven. Narcisse Leven, qui est l'un des premiers présidents de l'Alliance. En 1861, il lui écrit ceci à propos du Maroc. Quant aux villes de l'intérieur, où sans nul doute l'oppression, l'ignorance et l'abrutissement sont au plus haut degré, je ne vois malheureusement pas pour le moment le moyen pratique de les atteindre. Par l'isolement forcé de ces populations et les conditions politiques du pays, l'action européenne sur elles est impossible. Fin de citation. Sous-entendu, l'action la plus judicieuse, la plus pratique, sera celle de l'ouverture d'une école sur place par les efforts de l'Alliance depuis Paris. Mais très rapidement se pose aussi le problème des besoins financiers, qui sont immenses. Et à cet égard, ce qu'il faut dire, c'est que très tôt, l'Alliance à Paris a demandé son aide au gouvernement français. Charles Netter, par exemple, qui est l'un des 17 fondateurs de 1860, dit clairement ces années-là, je le cite, que la France devrait accorder sa protection aux Juifs de Méditerranée. Fin de citation. Sous-entendu, l'Alliance devrait aider les forces scolaires, Paris devrait aider les forces scolaires de l'Alliance qui entrent en concordance avec le rayonnement diplomatique du pays. Et sinon, un certain nombre de dirigeants de l'Alliance n'hésitent pas à menacer Paris de quitter finalement le giron français, de se tourner vers l'Italie, par exemple, grande rivale de la France en Méditerranée. En fait, le grand problème, ce problème financier, ne sera jamais vraiment résolu et l'Alliance va se tourner vers les donateurs, vers les judaïcités du monde entier, va multiplier les appels. C'est d'ailleurs le rôle de ce comité de l'Alliance qui se crée un peu partout dans le monde, de contribuer par l'argent qui est donné régulièrement à alimenter les fonds qui permettent de créer des écoles. Alors, reste un problème, c'est pourquoi le Maroc et pourquoi les pays musulmans, sur le fond. Et la question s'est posée très tôt, elle a été posée d'ailleurs aux dirigeants de l'Alliance, et je pense ici à Jacques Bigard. Jacques Bigard a été le secrétaire général de l'Alliance durant plus de 40 ans. Entre la fin des années 1890, un peu avant l'affaire Dreyfus, et jusqu'à sa mort, il est d'ailleurs mort à son bureau, il est mort à la tâche en 1934. Et lors d'une conférence qu'il donnait à Paris en 1901, il a répondu à la question qui lui a été souvent posée, pourquoi les pays musulmans? Pourquoi avoir commencé par eux? Pourquoi pas, par exemple, les Balkans, pourquoi pas la Russie? Mais je reviendrai sur le cas de la Russie un peu plus tard. Et donc Jacques Bigard répondait ceci. Tous ceux qui, dans la première partie de ce siècle, parcouraient le Maroc, la Tunisie, la Turquie, ne pouvaient manquer d'être frappés par l'état intellectuel des Israélites. L'absence de toute culture moderne, c'est à peine si les enfants apprenaient à lire et à écrire en hébreu. En Russie, en Roumanie, en Galicie, les Juifs étaient sans doute plus malheureux, plus pauvres, plus persécutés, mais la flamme sacrée de la science n'avait jamais été éteinte chez eux. Fin de citation. Bon, on pourra ici moduler quand même le témoignage de Jacques Bigard qui tend à ignorer totalement la culture locale de ces judaïcités-là en pensant que les Lumières ne sont que du côté européen. Mais ça, c'est un vieux tropisme européen d'une certaine façon, c'est quelque chose d'assez banal. Donc, l'Alliance va investir massivement. L'Alliance va investir massivement en Afrique du Nord, sauf en Algérie, mais peut-être qu'on y reviendra à un autre moment. Puis elle investira au Proche, au Moyen-Orient, parfois même concomitamment, puisqu'on sait que la deuxième école de l'Alliance, la troisième même école de l'Alliance a été ouverte en Mésopotamie, à Bagdad. Et elle investira même jusqu'en Perse, le nom ancien de l'Iran, puisqu'à partir du début du XXe siècle, il y aura tout un réseau d'écoles qui seront créées là-bas, malgré l'opposition du clergé chiite. Il y aura même un projet d'ailleurs de s'étendre en Inde dans les années 1920, lié au président de l'époque, Sylvain Lévy, qui est un très grand indianiste, professeur au Collège de France. Mais ce projet d'extension en Inde n'est pas seulement la lubie d'un indianiste, c'est aussi le fait qu'il y a un grand nombre de juifs originaires de Bagdad qui sont installés en Inde pour des raisons commerciales. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un paradoxe, Georges Bensoussan, dans ce que vous nous expliquez, entre le fait de communautés qui effectivement n'avaient globalement pas accès à un enseignement moderne, mais qui en avaient une furieuse envie? Parce que quand vous nous dites que pour la première école de l'Alliance, il n'y avait que 110 places et 300 inscriptions, cela tendrait à diminuer finalement l'influence des opposants à l'Alliance, notamment de certains rabbins, pas de tous, mais en tout cas de certains rabbins.
Est-ce que finalement, au-delà de ce que disent les instituteurs et qui est souvent assez cruel vis-à-vis de ces communautés, il n'y avait pas une véritable volonté de changer d'enseignement dans ces communautés, ce qui explique le grand succès des écoles de l'Alliance. L'Alliance n'a pas forcé les parents ou les enfants à s'inscrire dans les écoles, et pourtant il y a eu un succès absolument considérable. Donc ces communautés voulaient de ce changement d'éducation. Tout à fait. Elles le désiraient, mais elles le désiraient d'abord et avant tout quand elles ont compris, au fil des années, c'est-à-dire disons des 10 premières années de fonctionnement, que les enfants qui passaient par l'école de l'Alliance et qui terminaient le cycle des 4 ans de formation, ces enfants étaient dotés d'un bagage scolaire qui leur permettait de s'élever socialement. Et c'est cette promotion sociale, cette élévation sociale, cette sortie de la misère qui a été le motif le plus puissant qui a ainsi pas se faire d'illusions. Donc, durant les premières semaines, les maîtres de l'Alliance avaient très peu d'élèves en face d'eux. C'est au fur et à mesure que les parents ont compris que c'était là un outil pour sortir de la condition désespérante, souvent qui était la leur, que le succès de l'école de l'Alliance était garanti. Il s'est passé exactement la même chose en France avec l'école gratuite, laïque, obligatoire des années 1880-1886 avec les lois Ferry. Progressivement, les classes populaires paysannes qui rechignaient à mettre leurs enfants à l'école, quand elles ont compris que le certificat d'études primaires ouvrait des portes à laquelle ils n'avaient pas, eux, dans leur génération précédente, accès, c'est à ce moment-là que l'école de la République a eu un succès considérable. Ce sont d'abord des raisons sociales, et ensuite, il y a eu une ouverture intellectuelle qui a été une sorte de gratification supplémentaire. Et du coup, ça rejoint tout à fait votre propos, le réseau de l'école de l'Alliance s'est développé considérablement, extrêmement rapidement, puisqu'on part d'une première école fondée en 1862 et on arrive en 1914 à 183 écoles. 183 écoles qui scolarisent environ 44 000 enfants, dont 17 000 filles. Ce qui d'ailleurs, c'est-à-dire un tiers à peu près de la population scolaire, ce qui d'ailleurs est l'une des explications de l'opposition d'une partie du corps rabbinique, c'est l'enseignement des filles qui a posé le plus de problèmes pour eux. Merci beaucoup Georges Bensoussan et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saga de l'Alliance. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.